nécessité de ma propre mort. Lumumba, Premier ministre du Congo, de la saloperie, oui. Maintenant c'est fini. Tu n'aurais pas pu m'échapper indéfiniment. Le lièvre a beau courir et il finit par tomber dans la gibecière du chasseur. C'est la fin de ton parcours terrestre et la chasse s'arrête quand la bête a été prise. Traite de plaisanterie. Hey, où est la lettre? Quelle lettre? Ne te fiche pas de ma gueule. Hey, à qui l'as-tu remise? Parle. Tu ne veux pas parler? Ok. Il arbore le sourire moqueur du faux intello, imbu de sa personne qui ne supporte pas d'être contrarié. Une panthère blessée. Tu sais, Lumumba, il n'y a pas de pitié pour les salauds de ton espèce. Surtout quand ce sont des criminels de droit commun. On t'a donné ta chance et tu t'es escrimé à la gâcher. Monsieur le Premier ministre, hein? La preuve te voici à ma merci. Nu comme un ver de terre et bête comme un patété là. Dis-moi le nom de la personne qui a fait partir la lettre. Parle et tu auras la vie sauve. Ne perds pas ton temps, mon ongo. Alors qu'il est, elle a dû arriver à destination. Foutaise! Foutaise! Personne ne peut partir d'ici sans se faire prendre. Vous autres Batété là avez toujours été ainsi. Toi, Lumumba, qui n'a jamais eu d'égard pour personne. Parce que tu es bourré de complexes. Je n'ai jamais insulté personne. Je n'ai dit que la vérité, ni plus, ni moins. Silence! Elle ne fait surtout pas le malin. Hein? N'est-ce pas toi qui nous a suspecté d'avoir vendu le Katanga aux séparatistes belges? Hein? N'est-ce pas toi qui nous a traités, Tchombe et moi-même, de traîtres? Toi, Lumumba, un Batété là, tu oses insulter un prince Bayété, petit-fils du roi Misiri? M'insulter, c'est insulter Tchombe. Insulter Tchombe, descendant des rois Balunda, c'est insulter le Katanga, le Congo. Et cela, nous ne pouvons plus l'accepter. Tu sais, Lumumba, nous sommes assez intelligents pour comprendre ton petit jeu. Le Katanga est un scandale géologique. Un pays béni des dieux. Tout le monde le sait. Et vous autres Batété là, convoitez ces grandes richesses. Je vous sais envieux, voleur et jaloux. Toi et l'espèce à laquelle tu appartiens. Lumumba. Je suis jaloux, oui, mais de la souveraineté du Congo. Je vous parlerai à vous tous de l'intégrité du Congo qui vole en éclats. Fils de pute! Hey. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas continuer de foutre le bordel comme ça dans le pays, hein? Tu ne parles plus? Tu as perdu ta langue ou quoi, bâtard? On m'a toujours dit que tu étais invulnérable, hein? N'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai. Tu es un misérable mortel et tu finiras comme tel. Tu mourras et après ta mort, plus aucun autre Batété là ne prendra le pouvoir. Parole de mon oncle. Au moment où mon ongo arborait sa canne et ses fétiches, je ne pensais qu'à une seule chose. À Pauline, mon épouse, à Juliana, à Patrice Junior, mes enfants. Je ne pensais qu'à tous ceux qui m'étaient chers, qui croyaient en moi, en mon combat. Je pensais surtout à mon pays. Qu'en adviendrait-il après ma mort? Je me souviens de Pauline, de sa voix, de ses paroles d'épouse meurtrie. Patrice, mon âme,
Je sais que ce que je vais te dire t'attristera, oui, profondément. Parce que cela choquera tes convictions. Parce que cela vient de Pauline. Patrice, le Congo ne veut pas comprendre. Il ne te comprend pas et refuse de te suivre. Est-ce trop te demander que de te dire de reculer pour faire tomber les colères? Et puis il y a nous, ta femme, tes parents, tes enfants, qui vivons dans l'angoisse éternelle de la mort. Patrice. C'était des paroles fortes, des paroles imparables. Pouvais-je reculer? En avais-je seulement le droit? Avais-je le droit de leur concéder ce qui pouvait s'avérer mortel pour mon peuple? Ce peuple justement me regardait. Ce pays qui m'avait investi m'attendait. Si mon destin est de mourir pour la survie du Congo, qu'il en soit ainsi. À l'improviste, Mnongo me décoche un coup de pied dans la gueule. Un autre dans les côtes. Plusieurs autres coups m'atteignent à la rate. Partout dans les couilles. Zambé. Ozali Zambé. 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 Et la bave à la gueule, il disparaît avec le rire repu d'un molosse, me laissant totalement anéanti par la douleur. Ici, je suis à Elisabethville. Dans cette villa transformée pour l'occasion en prison. Elle a été baptisée le Pondoir. Non loin de la maison Brouez, 2 villas d'inspiration belge. Ici, je suis à la merci des forces du mal. On me garde loin de tout regard. Tout le monde le sait. Nous avons été débarqués à l'aéroport de Ndjili, puis conduits au Connecticsville. Le colonel Mpolo, le président du Sénat Okito et moi-même, sous le regard impavide des forces de l'ONU. Leur indifférence ne m'avait guère surpris. Notre calvaire a commencé le jour même où nous avons pris la décision de quitter Léo. Il était 21h passées et la pluie équatoriale s'abattait avec force sur la ville. Des troncs d'eau inondaient la terre sans discontinuer. Et dans ce genre de situation, on se dit tout de suite, l'heure n'est plus au louvoiement. Il faut plier bagage, filer rapidement avant que la chance ne vous lâche. Je me suis préparé activement pour partir en catimini vers Stanleyville. Ah, Stanleyville la fidèle. J'entendais y rejoindre Kisanga, Antoine Kisanga, président du Parti solidaire africain, le PSA. Autour de la bâtisse, il y avait plusieurs cordons de troupes. Les plus proches, les casques bleus de l'ONU ou soldats ONU en faction dans la cour. Montant la garde pour ma protection, ils contrôlaient rigoureusement toutes les entrées et les sorties. À l'extérieur sont postés les soldats de l'armée nationale congolaise du jeune colonel Mobutu. On avait coutume de les appeler soldats ANC. Les militaires congolais avaient pour ordre de m'empêcher de m'évader pour une raison évidente. À la moindre tentative, ils avaient ordre de m'abattre sans sommation. Le chef de la sûreté nationale, Nandaka, mon ami Nandaka, passé chez l'ennemi, avait fait boucler toutes les issues. Il hurlait ses ordres de sa voix de taurillon en érection.
commando dans chaque coin de rue, chaque parcelle, chaque monceau de sable, même l'air que vous respirez doit être surveillé. Fouillez avec parcimonie. Fouillez tout ce qui entre ou rentre ou sort de la maison. Fouillez partout. Fouillez tout. Fouillez tout le monde. Domestiques, cuisiniers, parents, amis. Les enfants, empêchez-les d'aller à l'école. Fouillez les femmes. Empêchez-les d'aller au marché. Contrôlez chiens, chats, mouches, moustiques, cafards. Aujourd'hui, nous sommes en état d'alerte. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La guerre est dans nos murs, devant nos portes. Des commandos mercenaires se préparent à attaquer la ville pour libérer le lièvre de Sankourou. Libérer le lièvre de Sankourou. Et il ne croyait pas si bien dire. Pour lui, c'était des paroles quotidiennement proférées pour décourager toutes les velléités. À part l'histoire des mercenaires, le reste était juste. Et je m'apprêtais à prendre le large, et pas mes propres moyens. Oui, quitter les lieux, comment? Je n'en savais fiche rien, mais il fallait partir. S'évader de la résidence Telkens avant demain. Mais un noir d'encre enveloppait toujours la ville. Les soldats eunuques se sont abrités sous un hangar, imités en cela par les soldats ANC, les militaires congolais. Saïdi, mon chauffeur, que tout le monde a pris l'habitude d'appeler Patrice. 3 autres personnes de la résidence, des serviteurs, mon frère Louis et moi-même sommes entrés dans le garage pour emprunter la grande Chevrolet de type station de mon parti, le Mouvement National Congolais, le MNC. Mon frère Louis et les 3 serviteurs ont rapidement démonté la banquette arrière et m'ont poliment demandé de me coucher le ventre à même le châssis. Ensuite, ils m'ont soigneusement recouvert de la dite banquette. Les 3 boys se sont assis sur la banquette pour me couvrir. Quant à Louis, il s'est installé à côté du chauffeur. Maintenant, il fallait démarrer. Dans ma cachette de fortune, l'angoisse me noue les tripes. Ah non, ça ne marchera pas. Les gars, mieux vaut y renoncer. Je ne veux pas vous mêler à ça. C'est après moi qu'ils en veulent. Hein? Patrice, courage. On réussira. Notre cause est juste noble. Dieu nous protège. On passera. Nous arrivons au niveau de la garde eunuque. Elle reste sans réaction. Le contrôle des sorties n'est pas de son ressort, mais de toutes les façons, elle ne s'inquiète guère de la situation du Premier ministre qu'elle estime en sécurité à l'intérieur. Par contre, les paracommandos congolais sont plus regardants. Halte là, stop! Indigène! Ouvrez les portières, le capot arrière et descendez. Sinon... J'accompagne monsieur lui et j'en profite pour acheter des cigarettes. Je reviens sans tarder. Hein? Et les autres? Ce sont les boys, ils ont fini le boulot. Hein? Le boulot. Qu'avez-vous à signaler? Rien du tout, chef. Et la cigarette là, c'est pour qui? Pour le patron. Le patron. Je ne devrais pas, hein? Bon, allez-y. Les paras s'écartent. La voiture bondit en direction de l'ambassade de Guinée. Quelques minutes plus tard, nous arrivons à l'ambassade. La Peugeot de Diaka, elle est déjà sur place. Diaka est en compagnie de l'officier guinéen, lui aussi en Peugeot. Mais Pauline et les gosses ne sont pas encore arrivés. Peut-être sont-ils restés coincés à Léopoldville. Je demande à Saïdi d'aller les chercher. Nous prenons la direction de la rivière Nsélé, au-delà de la Ndjili, suivi de l'officier guinéen qui nous sert d'escorte. Mais la Peugeot de Diaka, que le Guinéen estime trop lente, s'embourbe, crève un pneu et s'immobilise. Nous essayons de la ressusciter, mais sans grand résultat. Mais moi, je ne peux pas attendre là. Le Guinéen m'embarque et me conduit jusqu'aux abords de la rivière Nsélé, au-delà de la Ndjili, à la montée de la Congo, pour attendre les autres. Des passeurs nous y attendaient depuis longtemps. L'heure est très avancée, il est 1h ou 2h du matin peut-être. À 3h, la Chevrolet arrive. Saïdi et lui, ils sont en compagnie de Pauline et des gosses. L'officier guinéen, lui, retourne à sa base. Et comment vont les enfants, Pauline? Le mal de Tina s'est aggravé. Sa fièvre est montée très haut. Elle doit faire les 41 degrés, Patrice. Je la sens grelotter là.
Ça va aller, bébé. Ça va aller. Nous essayons de la réchauffer sans grand succès. Il n'y a plus d'aspirine. Je la recouvre avec ma veste. Nous nous précipitons vers le bac. Mais les passeurs qui ne nous reconnaissent pas refusent de nous embarquer. Ils sont Kouilou et ne parlent pas français. Des vagues déchirent l'obscurité. Ce sont peut-être nos poursuivants. Non, c'est la paix, je vais Diaka. Sauvés, nous sommes sauvés. C'est lui qui a goupillé l'affaire. Excellence, Excellence, dépêchons-nous. Je crois que la lettre a été donnée. La ville grouille des soldats de l'armée nationale à notre recherche. Nous ne tardons pas à monter sur le bac avec nos voitures pour la traverser. Mais Tina continue de souffrir le martyre, la pauvre petite. C'est à croire que le destin l'a choisi pour porter la croix du peuple congolais. Notre croix à nous. Inconsciemment, je lui fais un sourire pour la rassurer. Elle me répond par un frémissement presque imperceptible. Le front l'a totalement submergée. Nous relevons les vitres pour la réchauffer. Et Pauline, qui tâte le pouls de l'enfant, m'interroge du regard. Je lui dis que ça va aller. Elle n'est pas convaincue, mais fait mine de croire pour lutter contre l'angoisse qui l'étreint. Elle a raison. L'enfant ne va pas très fort. Et moi, je n'ai aucun moyen pour la tirer d'affaire. Excellence, ce sont les soldats à notre poursuite. Je les ai évités de justesse. Mais tu ne l'avais pas dit, Diaka. Excellence. Avec la maladie de Tina, je ne voulais pas en rajouter. Ils n'ont rien découvert d'anormal. Patrice, quoi? Tina, elle ne bouge plus. Quoi? Pauline essaie de tout faire un sanglot qui étrangle sa gorge. Ma fille, notre fille Tina, elle, est inerte définitivement. Une longue douleur, vive comme la pointe d'une sagaie, traverse mon cœur. La vie qui semblait s'être accélérée s'est arrêtée avec la brutalité d'un cheval fougueux. Je lui prends l'enfant sans vie. Diaka et lui, mon frère, ne soupçonnent rien. Les passeurs, eux, sont occupés à orienter leur machine. Que faire? Faut-il emmener le corps jusqu'à Stanleyville? Tina mérite d'être enterrée sur la terre de ses aïeux. Mais il faut faire vite. Nos poursuivants sont déjà à nos trousses. Ils ont emprunté une pinasse de pêcheurs et se signalent par des torches à pile. Mais il faut choisir. Entre partir pour échapper à l'ennemi ou pleurer indéfiniment jusqu'à se laisser prendre ce qui correspondrait à la mort. Diaka donne l'ordre aux passeurs de ralentir la marche du bac et de mettre des pirogues à l'eau. Mais il n'y en a qu'une seule. Je demande à Pauline d'embarquer avec notre fils Roland pour le premier voyage. Elle refuse. J'insiste. Elle part avec Louis et le gosse. L'embarcation disparaît dans la nuit, et tandis que notre bac continue son allure normale sans changer de direction pour faire diversion. Mais les soldats ne sont plus très loin. Il faut faire vite, se jeter à l'eau s'il le faut. Mais nous avons le corps de Tina sur les bras. Que faut-il faire? Diaka me suggère, avec beaucoup d'émotion dans la voix, de procéder rapidement à son inhumation dans l'eau. Diaka, quoi? Que dirais-je à ma femme? Attends, tu veux que j'offre ma fille aux poissons de l'eau? Mais Diaka! Excellence, il faut faire vite, l'heure est grave. Vous ne devez pas vous laisser prendre, sinon ce serait la mort pour vous, mais aussi pour le Congo.
Tu as peut-être raison, Bernardin. Il faut se dépêcher. Le bac ralentit et le petit corps est immergé. Après quoi, nous descendons discrètement dans les eaux fangeuses de la rivière en direction de la pirogue. Mais une fois sur la rive, point de Louis, ni de Pauline, ou Roland. Des soldats bondissent des fourrés pour m'entourer. L'hélico vient se positionner au-dessus de nos têtes. Tournons un instant en nous enveloppant d'un halo vif de lumière, comme pour s'assurer qu'on ne s'est pas échappé. Il disparaît au moment où nous rejoignent deux camions de l'armée nationale congolaise, de la Peugeot de Diaka et de notre Chevrolet. À l'intérieur, j'aperçois Saïdi dit Patrice, mon chauffeur. L'un des soldats interpelle Diaka, encore camouflé dans les herbes. Halte là! Chef! Nous avons reçu l'ordre de vous arrêter. Je veux revoir ma femme et mon fils Roland. Ils étaient en compagnie de mon frère Louis. Que leur avons-vous fait? Et on les a ramenés à Léo. À Léo? Pourquoi? Ce sont les ordres. Nous les exécutons. Comprenez-nous, Excellence. Les ordres de qui? Les ordres du nouveau président de la République. Le colonel Mobutu. Le colonel Mobutu? Lui? Un soldat? Oui, un soldat. Pour discipliner les politiciens du Congo. Un coup d'État de Mobutu? Lui, le plus fidèle de mes collaborateurs, mon filleul, lui que j'ai promu parmi tous, il a certainement oublié qui l'a fait roi. Pauvre Mobutu. Tu es naïf de croire que tu es capable de sauver ta patrie en prenant le pouvoir par les armes. Écoutez, soldats, je ne suis plus Premier ministre. Tuez-moi et qu'on en finisse. Mais ma famille, sachez que ces crimes vous pendront au nez toute votre vie, jusque de la tombe. Ces paroles les font frémir et les immobilisent. Je profite de cet instant pour me frayer un chemin à travers les mitraillettes et m'arrêter devant leur chef. Je leur fais un cours sur les dangers du néocolonialisme, de l'impérialisme et des fameuses missions de coopération. Et je leur expose ma conception d'une armée républicaine dans un État indépendant. Aussitôt, les soldats se déclarent lumumbistes. Lumumba, 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 vive Lumumba, vive Lumumba, vive Lumumba, vive Lumumba, 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 Lumumba. Et ils décident de m'accompagner jusqu'à Stanleyville. Mais au moment où nous apprêtions à partir, un autre camion chargé de soldats fait son apparition. L'un des nouveaux venus leur remet
du chanvre indien. Du geji. Du poupounapou. De la poudre blanche. Ce qui provoque un revirement de situation. Abba Lumumba! Lumumba, c'est l'ennemi du pays. Lumumba est un homme qui veut notre mort. Abba Lumumba, c'est le danger du pays. Je demande instinctivement à Saïdi Adiaka de partir sans délai. Personne ne bouge. Sinon, je fais tout de suite la patate là. Laissez-les partir. Ce sont des innocents. Hey! Tu vas me donner des ordres ici? Hein? C'est pas toi qui parles mal de notre président, le roi des Belges là. Si c'est pas que c'est notre président, tu lui parles mal. Aujourd'hui ici, c'est moi le chef. On dirait que vous avez déjà oublié qui je suis. Et toi, tu es qui? Regardez, tu m'as une fois vu aller manger chez toi là-bas. Bâtard là. Et il va faire moi, je vais la battre tout de suite là. Hé, Lumumba, ça finit tes petits malins là. Hein? On va t'abattre tout de suite là. Embarquez-les tous, oui. Le petit convoi s'ébranle et arrive à Mweka au petit matin. La garde ghanéenne de l'ONU, dont le camp est situé à une cinquantaine de mètres du passage des véhicules, nous barre la route et intime l'ordre aux soldats congolais de présenter le contenu de leur camion. Ceux-ci, dans un premier temps, refusent d'obtempérer, mais finissent par obéir à cause du nombre impressionnant des Ghanéens. Pendant la fouille, j'insinue la tête hors de la Chevrolet pour demander de l'aide. Le lieutenant ghanéen qui me reconnaît aussitôt me fait savoir qu'il n'a pas pour devoir de me prendre sous sa protection. Et quand le convoi arrive à Port-Franqui, c'est là que mes malheurs vont véritablement commencer. L'un des soldats s'adresse à l'inspecteur Opongo en lui disant que le colis pour Ngili est arrivé. C'est-à-dire le colonel Mpolo, le sénateur Okito et moi. L'inspecteur demande qu'on prévienne le colonel Mobutu pour le prévenir et que l'on nous embarque immédiatement. On a affrété un DC-3 de la compagnie Air Congo qui s'est aussitôt envolé pour Ndjili. Peu après 17 h, l'avion a atterri à Ndjili et est allé se ranger au bout de l'aérodrome discrètement, loin des installations de l'ONU. Et dès que l'appareil s'est immobilisé, il a été immédiatement encerclé par plus de 300 militaires congolais, embraqués en direction de la Cali. Opongo était très heureux de m'avoir fait prisonnier. Il est descendu avant tout le monde. Hé, soldat! Relevez-le et faites-le descendre. Je suis apparu sur l'échelle de coupé, les bras liés derrière le dos par une grosse corde mouillée qui me faisait souffrir énormément. Nos chiens de garde nous ont poussés sur la plateforme d'un camion de l'armée nationale. Nous étions tassés à même le fond, recroquevillés. Un soldat me prend brutalement par la gorge, me tire les cheveux, me relève la tête avec fureur, me tord les bras. Sous les flashs intensifs des appareils des reporters photographes qui me mordent le visage et criblent mes yeux d'une douleur insupportable. Le camion a démarré dans un violent crissement de pneus. Une demi-heure plus tard, le petit convoi est arrivé à Tisville, à quelques kilomètres du lieu de résidence de leur chef. Les soldats nous font descendre avec brutalité, nous traînent jusqu'à la dite résidence et nous jettent au pied du maître des lieux, le colonel Mobutu en personne. Mpolo Okito ne parlait plus depuis longtemps. Je le sens vider mes fiers. Il me regarde comme pour me dire: tiens bon, Lumumba. Tiens bon. L'heure de la délivrance n'est plus très loin. Mobutu nous a dévisagé avec le regard impavide du tueur implacable. Il nous a regardé un court instant et sans aucune compassion
nous a tourné le dos et s'en est allé. Mon frère Patrice, ne remue pas la queue du chat qui dort. Tu sais que tu as maille à partir avec Moïse Tchombe, Godefroy Munongo et autres Joseph Kasavubu, tous accrochés à leur fièvre. Surtout Kasavubu, ne cherche pas à l'évincer maintenant. Ce serait une mauvaise décision et erreur qui pourrait créer un grand désordre à Libreville. Les troupes de l'ONU attendent d'avoir consolidé ton armée avant de dénoncer leur présence. Oui, attends, parce que ton armée est faible et désunie. L'armée nationale congolaise manque terriblement d'entretien et de matériel de guerre, tandis que les séparatistes katangais et tous tes ennemis sont quotidiennement ravitaillés. Il y a un temps pour tout. C'est ma contribution, Lumumba. Dans mon songe, me sont revenus les nombreux conseils et mises en garde du président Kwame Nkrumah du Ghana. L'État vient de renverser Mobutu. Un coup d'État. Un autre. Un groupe de jeunes soldats, presque en transe, a fait irruption dans ma cellule pour me délivrer et me conduire jusqu'à Léo. J'ai hésité. Mais ces jeunes gens, grands comédiens, ont réussi à vaincre ma méfiance. Je les ai suivis dans la nuit. Sans se faire remarquer, ils m'ont embarqué dans un petit avion de la compagnie Airbus. À l'intérieur, Mpolo, Okito, bâillonné, ficelé, le visage tuméfié et mal en point. Nos regards se sont croisés et nous avons compris que Mobutu, comme Ponce Pilate, venait de nous livrer à nos pires ennemis. Notre arrivée à Yville a été encore plus terrible. Escortés par des camions et des voitures blindées, nous avons quitté l'aéroport de Luano pour la fameuse villa baptisée le Pondoir. Munongo, le fameux ministre de l'Intérieur de Tchombe, était au rendez-vous, flanqué de son âme damnée, le capitaine Gat. Ils étaient entourés de soldats katangais et autres officiers belges, tous prêts à mettre un terme à l'existence de tous ceux qu'ils considéraient comme les ennemis mortels. Munongo, après nous avoir décoché les pires goujateries de la terre, a donné l'ordre à ses sicaires d'en finir avec nous. Mais au moment où ces derniers étaient prêts à partir avec nous... Hé soldats, attendez. Celui-là, vous me le réservez pour demain. Je veux lui faire sa fête moi-même. Les autres, en l'occurrence ces deux lascars, faites-en de la chair à fusil maintenant même où je vous parle. Allez, Lumumba, hein? Tu vois, je te l'avais dit. Tu as perdu la bataille. Tout le monde t'a lâché. Tes parents, ta tribu, tes ancêtres, même ta femme Pauline, tout le monde. Demain, tu finiras comme ces deux chiens galeux. Et vos corps
disparaîtront dans une mare d'acide sulfurique. Et le monde entier apprendra que vous vous êtes évadé. Et que dans votre fuite, les populations congolaises, fatiguées de vos lubies, vous ont pris et lynché à mort. Tu vois, ce n'est pas plus compliqué que ça, hein? À bientôt, monsieur le Premier ministre. Trois soldats ont armé leurs fusils. Au moment où mes infortunés compagnons confiaient leur âme à Dieu, un autre, à l'aide d'un grand couteau, a déchiré le vêtement pour les mettre à poil, comme s'il voulait leur extraire les dernières traces de dignité qui leur collaient inéluctablement à la peau. Et quand il s'est écarté, Dieu, que c'est terrible. Le cri indéfinissable de mes compagnons, violemment percuté contre les troncs d'arbres. Le choc des balles dans la chair. Le sang de mes compagnons, affreusement explosé. J'ai durci la mâchoire, serré les dents pour ne pas m'évanouir. Non, m'évanouir, c'était admettre qu'ils avaient triomphé. Ces monstres mégis par la haine, vomis par les borborigmes de la terre, ne pouvaient triompher des hommes. Les corps de Mpolo et Okito se sont écroulés sous les rafales, comme d'immenses vers de terre, violemment extirpés du sol après une courte pluie. Et moi, debout, stoïque, j'ai regardé ce spectacle insensé de la violence humaine portée à son comble. Ce spectacle hideux de la mort gratuite. Mounongo m'a regardé. Je l'ai regardé. Nous nous sommes toisés. Ce n'était plus un homme. Il s'était métamorphosé. Il était devenu une bête immonde, cannibale, qui attendait de dévorer sa proie. Mais moi, je n'avais plus peur. Je l'attendais. Solo, amène-le et préparez-le pour demain. Mais avant, brûlez-moi ce décor tout de suite. Libérez Lumumba! Libérez Lumumba! Libérez-le! Y a-t-il des hommes sur cette terre pour entendre ma voix et la propulser aux quatre coins de la terre? Est-il possible que des hommes de chair et de sang, des Congolais, s'éveillent de leur torpeur pour épouser mon combat? Je sais que je ne suis pas seul. Oui, je sais qu'un jour ils combattront à mes côtés. Oui, je le dis parce que je le sais. Et je me souviens des paroles du roi. Je me souviens des appétits proférés le jour de l'indépendance pour endormir le Congo. Peuple congolais, c'est avec un grand bonheur et une émotion jamais ressentie que mon pays et moi-même reconnaissons ce jour de l'ascension du Congo à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Brave peuple congolais, le royaume généreux attend de t'instruire des voies à suivre pour t'aider à prospérer patiemment, sans rien précipiter, sous son aile bienveillante, protectrice pour éviter le chaos. le roi Baudouin avait lâché ce discours, mi-carotte, mi-bâton, avec la hargne d'un chien aux prises avec un os gras sur le point de lui échapper. Son désir n'était-il pas d'engourdir l'âme du peuple congolais? Mais comme de ce sommeil, nous n'en voulions pas, le peuple, par ma voix, avait tranché. Majesté, nous, Congolais, de toute origine et de toute tendance, aspirons à une véritable liberté. Nous rêvons d'un pays où tous les hommes, blancs comme noirs, s'acceptent et vivent dans la paix.
Ce que nous souhaitons, Majesté, c'est de pratiquer la charité humaine, la fraternité, sans relent de racisme ni de xénophobie, comme on a tendance à considérer tous les patriotes congolais. Le peuple congolais est un peuple honnête, hospitalier, qui ne met l'ethnie ni en avant, ni au-dessus de la nation. Nous devons tous nous atteler à sauvegarder son unité. Hier, on a voulu nous opposer en nous divisant. On a voulu opposer les Bakongo aux Bangala. On a voulu opposer Joseph Kasavubu et Lumumba, Moïse Tshombe et Lumumba. Nous devons faire front face à cette lame de fond qui menace notre intégrité et nos libertés. Demain naîtra une grande nation congolaise. Et cette nation contribuera à accoucher des libertés africaines. Et je suis convaincu, Majesté, que la Belgique nous y aidera. Le peuple avait accueilli ce discours avec ferveur et reconnaissance. Mais quand Kasavubu, président de la République de son État, a pris la parole, j'ai compris qu'il avait reçu mes paroles comme une massue en plein visage. Peuple congolais, mon peuple, le premier ministre qui avait été nommé par le roi selon la loi fondamentale provisoire a trahi. Il a trahi le Congo, il a trahi le royaume. Par ses actes néfastes et son activisme de mauvaise aloi, il a semé la discorde au sein du gouvernement et du peuple. Cet homme est un dictateur. C'est la plaie qui ronge le Congo. Par son attitude délétère, il prive de nombreux citoyens des libertés essentielles. Aujourd'hui encore, l'injure entre les dents, sans égard pour cet illustre aréopage, sans aucun respect pour son souverain, notre souverain, en l'occurrence Sa Majesté le roi des Belges, il est en train de semer les graines de la guerre civile dans notre beau pays. Majesté, au nom du peuple, dont le destin est plus important que les lubies d'un homme en mal de gloriole, je vous demande avec modestie et gentillesse de guider les premiers pas du Congo indépendant. Oui, un froid avait traversé l'immense foule qui était venue voir et entendre ses dirigeants sceller l'union et la fraternité. Seuls ont applaudi les leaders locaux coalisés et les propriétaires belges des mines du Katanga. J'ai aussitôt repris la parole pour m'adresser au peuple en langue locale. Les populations qui venaient de flairer le piège après ma mise en garde se sont révoltées. Et ils ont commencé à lancer des pierres aux officiels en scandant des « Vive Lumumba! Vive Lumumba! Vive Lumumba !» L'armée les a chargés avec force, bombes lacrymogènes et matraques. La fête s'est achevée dans la confusion totale. Tandis que Radio Brazza, contrôlé par la France, membre de sécurité de l'ONU, et Radio Elisabethville, sous contrôle belge, se livrait à une violente propagande contre le gouvernement légitime de Lumumba, on empêchait la radio nationale d'émettre et d'informer la population de la gravité de la situation. Et dire que j'avais adressé une correspondance au secrétaire général de l'ONU pour le prévenir du mauvais coup qui se préparait contre ma personne, contre mon peuple. Oui, j'avais déjà pris le devant pour éviter le chaos. Mais ma démarche est restée sans suite. J'entends l'ennemi. Je l'entends qui vient à moi. L'œil insouciant trempé du sang précieux de ma patrie. J'entends l'ennemi, j'entends battre son cœur, farci de haine et de mauvaiseté. Je t'entends, ô frère.
parjure et parricide. Mon âme t'entend venir, mon être, élimé, brisé, mais dorénavant anesthésié, entend subir l'abject tranchant de ton glaive. J'attends que se fasse entendre, projeter des tombes qu'on vous aura léguées, les cris posthumes de vos regrets. J'attends qu'advienne le temps des comptes et des comptes, afin que chante le cri vermeil des fils du Congo. J'attends que s'éveille Congo, la mère meurtrie, mais généreuse, portant le poing insultant des griffes perfides. J'attends qu'advienne, oui qu'advienne, Congo, les jours de grand soleil, où tes enfants, rassasiés des graines rédemptrices de la vie, s'arc-bouteront à la horde macabre des peuples voyous. J'attends, oui j'attends, que se répandent par-delà les flots assoiffés de mon sang le débit impétueux de tes os.